Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de PaniniCast, le podcast où Émile et moi, Aurélien, parlons du coup des sorties Panini. Alors, ce sera un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode où on va faire un focus sur les dernières big news. Les big news, si vous nous suivez sur les réseaux, j'imagine que vous le faites si vous écoutez ce podcast, vous savez que c'est notre événement, on va dire plus ou moins trimestriel, où nous dévoilons les futures publications, ou en tout cas celles que nous estimons qui vont le plus capturer votre attention. Et là, nous allons faire une sorte de deuxième écrémage où on va vous prendre certaines de ces big news et les évoquer, parler du contexte éditorial, dire pourquoi nous, de notre côté, elles nous excitent et voilà, et on va parler de tout ça. N'est-ce pas, Émile ? Oui, bonjour Aurélien. Ouais, on va parler de tout ça et bien en détail, et puis même aussi des fois revenir sur des questions que vous avez pu nous poser sur les réseaux sociaux suite à l'annonce de certaines d'entre elles. Ouais, de certaines d'entre elles, parce qu'on va être transparent, on enregistre alors qu'on n'a pas fini, Oui, évidemment, de toutes les sortir. Il y en a certaines qui ont déjà été dévoilées et sur lesquelles vous avez déjà réagi sur les réseaux. Il y en a d'autres où on va faire Oh, celle-là, vous avez réagi, alors que pas encore. Euh, c'est ça. Ne et dévoile pas tout. voilà. Et on va commencer par une news qui, du coup, encapsule un double concept, et c'est la news autour de la Deadpool Collection. C'est ça, en fait. L'idée, c'était que Deadpool étant une licence qui a la chance, disons, de pouvoir toucher un lectorat hors lectorat comics habituel. Les films Deadpool ont fait plus de 5 millions d'entrées. La bande-annonce du film Deadpool 3 a fait plusieurs millions de vues très rapidement et se classe parmi les bandes annonces les plus vues, je crois, de Marvel, de ce que j'ai vu, Ouais, les chiffres qu'elle a atteints étaient assez délirants. Après, il y a certains chiffres qui assez sont rapidement. sortis, Ouais. qui ont rajouté ceux qui regardaient le Super Bowl, donc bon, voilà, à moitié. Oui. Mais de toute façon, c'était des gros chiffres, ouais. Ah, Et moi, c'est je vrai prends qu'elle était YouTube, cool en YouTube, plus. tu vois, YouTube en VO, Ouais. voilà. Et donc, l'idée étant, pour accompagner le film, on cherchait un concept un peu marrant, et on s'est dit, quoi de plus ludique et quoi de plus simple pour accompagner un film Deadpool qu'une collection Deadpool versus, qui, comme son nom, va voir Deadpool affronter des personnages que vous connaissez sûrement. Ouais, alors bon, on en fait la liste vite fait. Il y a Deadpool versus Absolute Carnage, qui est sorti durant Absolute Carnage. Il y en a une où il affronte Black Panther, une juste Carnage, une Gambit, une Hawkeye, l'autre c'est Old Man Logan. On a aussi le Punisher, et enfin on a, pour compléter la collection, contre X-Force. Donc voilà, finalement une sélection très éclectique, j'ai envie de Ouais, dire, parce qu'on a aussi bien des personnages connus du MCU comme Black Panther que le et Absolute j'ai zappé Carnage qui est beaucoup Thanos. plus comics, quoi. Ah, Thanos, ah oui, surtout ouais, Thanos, ouais, qui est pas Ouais. mal en plus. Ouais, donc voilà. Après, très honnêtement, moi je suis pas un gros fan de Deadpool, donc du coup, genre, c'est sûr que moi, il y en a certains que je préfère, d'autres, mais notamment le Thanos, le Punisher, que je trouve vraiment plutôt sympa. Absolute Carnage aussi est plutôt joli, je crois, de mémoire. Ouais, une que j'aime vraiment beaucoup dans le lot, c'est celle Deadpool versus Hawkeye, qui est en fait signée notamment par Jerry Duggan, qui est du coup un des scénaristes principaux de Deadpool. Et dans Deadpool versus Hawkeye, justement, il touche vraiment ce truc qui fait durant tout son run, qui est d'avoir Deadpool en personnage humoristique, mais à la fois triste. Donc il y a toujours Hmm. quelque chose d'un peu brisé chez lui, et du coup, il y a une espèce de contraste qui se crée avec Hawkeye qui est vraiment bien réussi dedans. C'est ce que j'allais dire, j'ai beau ne pas forcément trop aimer le personnage à la lecture, le Deadpool dans ces épisodes-là me semble beaucoup plus intéressant que des fois les aventures solo où je trouve voilà, bon, c'est pas forcément mon style. Là où en fait dans celui-ci notamment, voilà, le versus Hawkeye, je trouve en plus marrant les références au run de Fraction et Hara au niveau graphique, Ouais, avec beaucoup de renvois à ces esthétiques-là de Hara avec les flèches. ouais, Donc ouais, non, c'est vraiment très sympa. C'est une bonne c'était parodie, sorti je trouve. vraiment pas longtemps après, et niveau graphique, Matteo Lolli et Jacopo Camani avaient fait pas mal de ces références, on va dire, au style de Hara dedans, qui était assez chouette. Et Deadpool versus Gambit aussi a certains des gags qui m'ont fait plus rigoler, notamment en fait parce que la série c'était Deadpool v Gambit, comme le Batman v Superman, et c'était marqué en dessous le V pour versus. Donc voilà, ça m'avait fait vraiment marrer rien que ça dans le titre, c'était assez fun. Ils sont taquins.
Ouais. Et ce qu'on n'a pas forcément précisé aussi, c'est que cette collection-là, en fait, en termes de format, sera un peu plus différente de certaines collections éphémères qu'on a pu faire, notamment puisqu'elle sera dans un format qui se rapprochera un peu plus de la collection poche. Donc on sera sur du 15 par 23. Et en termes de prix, on sera vachement accessible puisqu'on sera en dessous de 5 euros. Voilà. Donc ça, c'est la 4,99. partie Bon. très commerciale. Ouais, mais en fait, c'est intéressant de voir que justement, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à ce genre de coulisses et de voir que c'est vrai qu'on a laissé du coup tomber d'une certaine manière nos collections à petit prix pour justement basculer sur le poche. Mais en fait, quelque chose comme cette collection Deadpool, c'est un petit peu, on va dire, le meilleur des deux mondes. Ça permet d'avoir une collection éphémère qui permet de sortir une sélection de titres liés à un événement précis, ici la sortie du film Deadpool and Wolverine, et à côté de ça, d'avoir, en conservant le même format que les poches et d'une certaine manière la même grille tarifaire, c'est-à-dire une grille tarifaire avec des prix très bas, ça nous permet de proposer des albums extrêmement accessibles, quoi. Surtout que pour rester sur la partie très commerciale, c'est que pour l'avoir présenté il y a très peu de temps justement à des magasins donc plus comment dire, moins librairie et plus on va dire grande surface, c'est une collection qui passe très bien parce que justement Deadpool est connu du grand public, c'est des personnages qui vont leur parler puisque voilà, c'est sûr que si c'était on va dire du Ant-Man ou autre, c'est déjà un peu plus pointu pour eux, mais Deadpool, c'est un personnage qui est vraiment très connu du grand public, et le prix, le format fait que ben, c'est beaucoup plus facile à placer pour un magasin que ben, voilà, justement, des omnibus évidemment. Ouais. On continue dans les big news du coup, et on va rester on va dire, dans les collections souples en passant au soft cover, et on va commencer avec Gang War. C'est la Alors, guerre. c'est la guerre des gangs. Gang War, c'était le titre d'un arc de Spectacular Spider-Man, si je dis pas de bêtises, dans les années 80, je crois aussi, qui était du coup une guerre des gangs dans l'univers de Spider-Man, et ici, c'est une guerre des gangs dans l'univers de Spider-Man. Alors, sorti du pitch de base, on est quand même pas sur les mêmes, forcément sur les mêmes personnages, et on n'est pas sur la même ampleur. Là, c'est une grosse guerre des gangs qui met à feu et à sang la ville de New York, et où à côté de la série Amazing Spider-Man, qui du coup est l'épine dorsale du récit, on va retrouver des mini-séries qui vont s'intéresser à d'autres personnages importants new-yorkais, on va dire, que ce soit Daredevil, mais quel Daredevil, que ce soit Shang-Chi qui du coup est maintenant un leader de gang vu qu'il est à la tête de la mafia de son père, et ou encore une mini sur Spider-Woman et Luke Cage qui est actuellement maire de New York. Ouais, en tout cas un événement qui, je pense, effectivement, même s'il n'a pas l'ampleur d'un Axe, évidemment, parce qu'en fait c'est un événement qui est plutôt rattaché à un seul personnage, en l'occurrence Spider-Man et puis les héros urbains, je le rapprocherais beaucoup plus d'un Devil's Reign, en fait, dans le côté Ouais. ancré dans un run d'un autre personnage, donc en l'occurrence Daredevil pour le cas de Devil's Reign. Et là, effectivement, nous, on a, pour comment dire, aller sur la partie purement publication, voulu aller sur cette forme-là de publication d'event qui a quand même son intérêt, qui a son public et qui est quand même relativement apprécié, ce qu'on voit au niveau des réceptions qu'on peut avoir au niveau des magasins ou même des ventes, et qui justement nous permet de sortir déjà l'événement principal avec les tie-in dans un format qui reste suffisamment événementiel pour attirer aussi des publics qui ne suivent pas forcément Marvel Comics aussi. J'ai pu le noter récemment. Quand on a fait la news sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai vu beaucoup de réactions positives, soit de lecteurs de Marvel Comics qui sont contents en fait d'avoir une espèce de double dose pendant 3 mois, soit aussi je voyais des lecteurs qui disaient ah c'est cool, je suis content d'avoir ça parce que moi je suis pas Marvel Comics et je suis pas spécialement les aventures de Spider-Man par exemple, mais j'aime bien ces events qui sont sortis comme on y a eu aussi Dark Web ou des choses comme ça, qui permettent justement de lire un peu des gros events pendant quelques mois, quoi. Donc en fait, ça, je trouve que ça a l'air en tout cas de cocher pas mal de cases pour des lectorats différents, donc c'est vrai que c'est cool. Ouais, et puis jusqu'ici, l'alternative qu'on avait proposée pour suivre les events et les tie-in, c'était les absolutes. Donc il n'y avait Mm. pas forcément d'entre-deux, j'ai envie de dire, ergonomique et économique, pour les personnes qui voulaient suivre de manière mensuelle
leur série préférée dans un événement quel qu'il soit. Donc en ça, comme tu dis, je trouve que ce format-là coche la plupart des cases. Après, effectivement, si ce qui vous intéresse, c'est uniquement une seule série, en l'occurrence Spider-Man ou autre, on en reparlera un peu plus tard avec la publication de Deluxe, mais vous pourrez tout à fait, alors effectivement, avec le prix, il faudra attendre. En fait, disons, le seul prix sera d'attendre un an de plus peut-être, d'attendre que l'événement ou en tout cas La série. disons au moins la série surtout en fait sortira à part pour pouvoir justement le lire le lire à part sans les tie-in. Parce qu'après on peut aussi comprendre que tout le monde n'a pas envie de lire tous les tie-in, même Non, si ouais, des ça se fois comprend. je trouve que des fois pour des événements, que ce soit chez DC ou Marvel, je pense à Night of Terror par exemple, où je trouve que des fois les tie-ins sont même meilleurs que l'événement principal. Là, dans Gang War, j'ai envie de dire non, c'est pas les tie-in la meilleure partie. Mais ce qui est cool, c'est que vu qu'on est en train de suivre une guerre des gangs, le fait de voir dans les tie-in cette guerre se développer, ça nous permet d'en avoir vraiment l'ampleur. Si on ne lit que Spider-Man, on est sur oui bon bah il y a Spider-Man, il vit une aventure. Là, d'avoir les tie-in tout de suite, ça permet au truc de prendre un truc d'une autre ampleur, de voir le truc se développer, de voir les personnages dire à un moment je me barre, j'ai d'autres trucs à faire, il y a un autre endroit où c'est chaud, il faut que j'y aille, clac, après on suit dans le tie-in, etc. Il y a ce côté un peu excitant de voir l'histoire se développer en dehors du truc. Donc je vais pas dire oui, telle mini-série est absolument exceptionnelle, c'est pas ça, mais c'est plus dans le côté, ouais, l'ampleur que le récit prend, que moi je trouve la lecture vraiment chouette dans ce format-là, quoi. Et aussi, petite précision, pardon, pour Miles Morales. Je pense que tu peux nous en parler un peu. Ouais, alors en fait, Miles Morales, il a des épisodes qui sont en tie-in avec Gang War. Il y en a, je crois, 5, peut-être 6, là j'ai plus le chiffre précis en tête. Mais en fait, il y a un tome complet de Miles Morales qui est en tie-in avec Gang War. Et en fait, on se retrouvait dans une situation où on avait deux choix possibles. Soit publier ces épisodes avec tout le reste des tie-in et de Amazing Spider-Man dans notre softcover Gang War, et sachant qu'on est déjà à des volumes de 200 pages pour les 3 volumes qu'on sort, en fait ça faisait rajouter un 4e volume. Et du coup on avait les épisodes de Miles Morales qui étaient publiés dans le softcover et en doublon dans l'équivalent du tome 3 du coup de Miles Morales. Soit, et c'est le choix qu'on a fait, on ne publie pas les épisodes de Miles Morales dans le softcover Gang War, on les publie uniquement dans le 100% tome 3 Miles Morales. On s'est dit qu'en fait c'était une situation où, oui, il y a peut-être certaines personnes qui du coup auraient préféré, mais que globalement, en termes de nombre de personnes qui vont être satisfaites, on satisfait plus de monde en le faisant comme ça. C'est ça, en fait, vous suivez la série Miles Morales et vous n'avez rien à faire de Gang War, vous lisez juste le tome 3, et puis bon, vous comprendrez, je pense, globalement ce qui se passe à New York. Voilà. Et si vous suivez Gang War, vous avez 3 numéros au lieu de 4, et au pire, si vous voulez lire Miles Morales, il y a un 100% entier dédié à Gang War, en Voilà. complément que vous aurez quand même pris. Donc du coup, pour nous, le jeu semblait pas mal, ouais. Voilà. Et si vous lisez les deux, en le sortant comme ça, on vous fait pas de surcoût, Oui. voilà. C'est bon, après, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont dit, oui, mais moi, mais bon, voilà, après, on a un choix à faire, il faut qu'on trouve le bon point d'équilibre, et je pense que pour le coup, on l'a trouvé en faisant comme ça. Oui, il y avait eu un cas un peu similaire, je crois, avec Dark Web, où en fait il y avait 2 épisodes de Venom, mais là pour le coup, Ouais, vu que tout le c'était que 3, des ouais. épisodes, on l'avait sorti en 100% et en doublon, parce que Ouais. justement ça pénalisait moins les lecteurs de l'un et de l'autre. Et surtout que ça augmentait pas le nombre d'issues de Dark Web. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait 3, pas 2, mais Ah les pardon. 3 épisodes de Venom qu'on a mis dans Dark Web, ça créait pas un softcover supplémentaire à Dark Web. Au contraire, ça Oui. rajoutait de la lecture d'une certaine manière, quoi. Donc, après, c'est des cas qui se ressemblent, mais qui sont pas exactement pareils, et il y a un moment, il faut qu'on trouve la bonne solution. Ouais, on fait du sur-mesure, hein. On réfléchit au moindre détail pour essayer de faire le meilleur truc possible, mais voilà. Et en parlant de meilleurs trucs possibles, Follow the House of X, pardon, et Rise of the Power of Ten, Ouais, gros morceau de la fin du run sur des mutants krakoans. exactement. Alors, du coup, il y a eu Dawn of X, il y a eu après ça Rain? Non, il y a eu Raid. Ten of Swords, pardon. Ouais, alors si on rentre aussi dans les crossovers, il y a eu Ouais. en effet Ten of Swords, après il y a eu Reign of X, après Destiny of X.
après Fall of X, et du coup, on aurait pu les laisser dans Fall of X, mais ça nous semblait bien de souligner que vraiment, c'était un peu quand même une espèce de dernière ère dans la grande saga Krakoa, et c'est du coup, de la même manière qu'on avait House of X et Powers of Ten au début, signés par Hickman, Pepe Larraz et Hervé Silva, là on a Fall of the House of X et Rise of the Powers of Ten par, du coup, Jerry Duggan, Lucas Werneck, Kieran Gillen et Hervé Silva de nouveau, mais aussi d'autres personnes parce qu'en fait, en plus des deux mini-séries principales, il y a aussi une série dont je donnerai pas le nom de Alley Wing. Il y a aussi voilà, il y a d'autres mini-séries à côté de ça qui viennent en fait nourrir cette fin de statu quo pour développer certains autres aspects. Et du coup, ça c'est une lecture sur laquelle on est actuellement en VO. Et Fall of the House of X est vachement bien, c'est le côté action, c'est le côté un peu bourrin, c'est la résolution, on va dire, de la lutte des X-Men face à leurs ennemis. Je vais rester vague, hein, tout ça, parce que les gens n'ont pas commencé à lire Fall of X, donc on va rester vague. Et il y a Rise of the Powers of Ten, où c'est des concepts complètement fous, vraiment à chaque page, mon cerveau explose, c'est absolument incroyable. Et non, ouais, c'est une période extrêmement excitante. Fall of X est vraiment cool. Vous allez bientôt le découvrir en VF, est vraiment très cool et vraiment un statu quo assez passionnant. Mais voilà, la dernière ligne droite est explosive à fond les ballons et c'est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur de mon côté en tout cas. Oui, bah pareil. Alors, je suis pas à peu près au même point. Je lis que la mini-série pour le moment, mais c'est vrai que rien que le combo Sin of Sinister, puis le Hellfire Gala, puis après les autres numéros qu'il peut y avoir par la suite, c'est voilà, je reprendrai tes mots de ma boulerie. C'est vrai Ouais, que ouais, je vois, c'est super. Ensuite, on va passer côté Deluxe avec beaucoup d'annonces de Deluxe. ouais, Outre les tomes 2 donc de Thor de Donny Cates et surtout le She-Hulk de Dan Slott que moi j'aime ouais, beaucoup. c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool, vraiment. On a annoncé aussi la réédition donc du Venom de Donny Cates. Ouais, en 3 volumes du coup. Ouais, C'est qui incluront du coup tout ce qui Absolute est Carnage et King Black. ouais, tout ce qui a été écrit par Donny Cates en fait, donc ainsi que les Web of Venom qu'il a pu écrire. Et c'est du coup bah, une énorme saga à lire en 3 tomes. Tu disais toi que t'étais pas forcément fan de Deadpool en début d'émission. Moi, je suis pas forcément fan des symbiotes, mais c'est Ah, moi vrai non que plus. le moment où j'ai commencé à lire le Venom de Donny Cates, j'étais là. Mais en fait, si, je suis fan des symbiotes quand ils sont bien écrits. Bah, en fait, je crois que c'est pas la scène où il y a Stegman qui dessine Venom avec le métro là, qui est Ouais, extraordinaire. ouais. Ouais, ça c'est, ouais, je pense que ça met tout le monde d'accord. Ouais, non, et voilà, c'est vrai que le Venom de Donny Cates, c'est du coup Ryan Stegman qui fait, on va dire, Le gros du taf, ouais. ouais, la majeure partie de la partie graphique. Euh, ouais, c'est vachement bien, c'est vraiment super de bout en bout. Il y a des rebondissements de malades, il y a Mm. une utilisation de la continuité Marvel qui est jamais lourde, mais qui est toujours fun et décomplexée. Bah, toute la cosmogonie qu'il a introduite dans le personnage de Venom, en Ouais, le liant en plus avec l'idée de la nécro-épée qui était dans le Thor de Aaron, enfin des histoires comme ça que je trouve vraiment, comme tu dis, des jeux avec la continuité qui sont géniaux. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment, j'ai envie d'utiliser des références de Top Chef. Il y a vraiment un côté gourmand là-dedans, quoi. On, Attends, gourmand croquant ou juste gourmand? gourmand croustillant même. Euh, non, non, mais il y a un côté vraiment là-dedans. Euh, euh, c'est over the top. Mais en fait, on lit des comic books de super-héros des fois pour lire des trucs over the top. C'est vraiment très 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 chouette. Voilà, ça fait partie de ces titres que je conseillerais à n'importe qui a envie de lire une grande saga Marvel ultra cool. Bah vas-y, c'est en 3 tomes, c'est mortel, vas-y, fonce. Et je ferai le lien en plus aussi avec le jeu vidéo Spider-Man 2 là, que j'ai fini il n'y a pas longtemps, où justement c'est la plupart des gros trucs du run sont en fait digérés dans le jeu vidéo. Ah ouais, ah, c'est C'est-à-dire fun. c'est-à-dire que Venom a des ailes comme dans le Venom donc du run de Donny Cates, et à un moment donné il y a une invasion de symbiotes dans la ville de New York. Alors je révélerai pas qui est derrière ça, machin, mais les symbiotes ont les symboles d'Absolute Carnage. Ah, Euh, fun aussi. et un personnage qu'on ne soupçonne pas, et en fait Cletus Cassidy aussi. Donc du coup dans le troisième jeu il y aura peut-être Carnage.
Donc franchement, alors que voilà, pareil, je suis pas très fan des symbiotes. Là, ça t'a hypé. Ah bah là, mais j'étais j'étais fou. J'étais en mode genre waouh, trop cool. Et t'as les costumes, le costume Miles Morales en mode Hellfire Absolute Gala. Carnage, il Ah est non, fabuleux. Karen. Ouais, ouais, j'ai vu qu'ils ont uploadé les nouveaux trucs. Il y a aussi un costume de Pichomoko qui est cool, très tribal avec Spider-Man qui est sympa. Enfin bref. Donc on ne parlait pas du jeu vidéo, mais ça pour dire qu'en tout cas, je pense que le fait que le jeu vidéo ait très rapidement incorporé ces éléments-là dans la narration et dans l'histoire du jeu montre aussi que le run est déjà marquant alors qu'il est très récent, quoi. Hmm. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que il a créé des évidences, le Mm. run de Venom de Donny Cates. Genre, voilà les trucs qui vous ne soupçonniez pas, mais c'est ça, c'est des retcons, et à la fois après tout le monde a fait non, c'est pas une retcon, c'était comme ça dans l'univers Marvel depuis toujours. Voilà, et c'est vraiment c'est rare en fait de réussir à trouver quelqu'un qui va recréer un personnage d'une manière aussi évidente quoi. Et, ouais, non, c'est assez brillant. Voilà. On va passer justement à un autre tisseur, beaucoup plus connu celui-ci, Ouais. donc avec Spider-Man. Il annonce donc de la réédition en deluxe des épisodes de Zeb Wells et de Romita Jr. et le Spider-Man de Eric Larson et Nick Lady. Ouais, une réédition en deluxe, du coup, pour le run de Zeb Wells, Romita et aussi Ed McGuinness, qui est le, on va dire, le troisième larron principal de cette équipe. Un run donc, qui a commencé dans Marvel Comics en février 2023 et qui, du coup, bah, ça va être la réédition en deluxe des 8 premiers épisodes. Alors, c'est un run qui est parfois controversé. Je dis parfois parce qu'en fait, on voit qu'il y a une partie du lectorat qui s'est vraiment un peu braqué dessus. Pas forcément une grosse partie du lectorat, mais une partie qui va être très vocale. Après, c'est pas complètement étonnant dans le sens où on parle de Spider-Man, donc on parle de l'icône de Marvel, le personnage le plus scruté. On parle de Amazing Spider-Man, sa série principale. Et vu que Zeb Wells bah, prend des risques, en fait, il fait des choix scénaristiques qui peuvent être clivants. Certains que je trouve réussis, moi perso. Certains peut-être parfois aussi un peu moins, mais c'est le fait de voilà, faire des choix tranchés qui fait que bah, je trouve que la série est aussi cool. C'est parce qu'il y a ces choix tranchés que il y a des moments marquants, et c'est ce qu'on a envie de lire en fait, des moments marquants. Ouais, et puis comme tous les runs, ben voilà, moi j'aime beaucoup le début, j'aime un peu moins une autre partie. Là, actuellement, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, je trouve que c'est la vie d'un scénariste aussi d'avoir des fois des bonnes idées, d'autres des moins. Le run de Slot était pareil. Ouais. Avec la partie supérieure qui était très appréciée, d'autres moins. Donc en vrai, bon, c'est voilà, tempête dans un verre d'eau pour moi. Tu parles de supérieur, ça me fait penser que oui, justement, leur supérieur, au moment où ça arrive, au moment de la sortie, ça a braqué aussi énormément de monde. Ça Très j'imagine, ouais. vite, quand les gens l'ont lu, ça a changé aussi, mais au début, c'était assez braquant, on va dire. J'ai l'impression que les Spider-Man, enfin les scénaristes, c'est un peu comme Doctor Who. C'est-à-dire, dès qu'il y en a un nouveau qui change, tout le monde se braque. Et après, une fois qu'il est parti, tout le monde regrette un peu, quoi. Alors, à quelques exceptions près. Non, non, mais oui, non, mais je pense que c'est vrai dans le sens où c'est, comme on disait, c'est le navire amiral de Marvel d'une certaine manière, et forcément, bah, quand on fait des choix qui sont marquants, derrière, ça réagit. Moi, en tout cas, c'est un run que j'apprécie vraiment beaucoup. Encore une fois, pas dans le moindre détail, parce que déjà ce serait bizarre, mais je l'apprécie vraiment beaucoup pour énormément de choix, certains épisodes que je trouve vraiment géniaux, et encore une fois, bah, on parlait de Gangwar, qui est du même run en fait, ou de Dark Web, moi c'est des passages que je trouve assez cool, et encore une fois, très événementiel et super sympa quoi. Et puis Romita, je trouve aidé par un très bon coloriste, Ouais, qui fait que, ben, vraiment, après aussi, je pense que ça vient du fait que, pour l'avoir écouté lors de sa venue en Italie, parler de son rapport à Spider-Man, et du fait que Spider-Man est un membre de sa famille pour lui, compte tenu de l'histoire familiale de son père, de lui qui est passé sur 3 runs ouais. majeurs du personnage, j'avoue avoir comment dire, je trouve que ça se voit qu'il a dessiné ce personnage-là, en fait. Ouais, je le trouve vachement plus en forme que des trucs qu'il a pu faire avant, que ce soit chez la distinguée concurrence ou même chez Marvel avant ça. Il y a eu des moments où je l'ai trouvé un peu fatigué, on va dire, dans sa manière de représenter les personnages et tout ça. Et là, sur Amazing Spider-Man, globalement, je le trouve
vraiment en forme entre autres sa manière de dessiner Tombstone ou des choses comme ça Hmm. qui est un personnage important du run, euh, il lui donne une espèce de présence dans la page que lui seul presque est capable de faire, quoi, je trouve. Ouais, entièrement d'accord. Du coup, on va passer à un autre dessinateur apprécié sur le personnage, donc c'est Larsen, Eric Larsen. Alors moi j'avoue, j'ai pas lu cet épisode-là, mais je crois que c'est l'épisode qui est des années 80, 90 au moment où c'était quoi le passage entre Semic et Panini, non? Où c'était publié Non, c'était dans une avant, connerie, non? C'était avant? on était en plein Semic, on va dire. C'est ce que j'ai lu moi enfant, en fait. C'est vraiment Ouais. les comics que je lisais quand j'achetais J'osais mes pas dire que Strange. t'étais vieux, mais ça se sentait que je marchais sur des œufs. Ouais. Salaud. Non, mais ouais, les Spider-Man de Michelini et Larsen, c'est ouais, c'est des morceaux d'enfance pour moi, au même titre un peu que ceux de Todd McFarlane d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est super chouette, c'est hyper dynamique. Il y a un côté presque un peu cartoony par moment, mais très maîtrisé, quoi. On n'est pas non plus dans du cartoon. C'est vraiment une période très chouette du perso. Et encore une fois, David Michelini, de toute façon, est un scénariste que j'ai envie de dire expérimenté et qui réussit à créer de vraiment chouettes histoires. Pareil, il y a des moments avec un peu des hauts et des bas, tout n'est pas absolument au top tout le temps, mais la période Larsen, elle est vraiment cool niveau scénario, avec des beaux moments de bravoure, et en plus, il sert bien Larsen en lui proposant de dessiner des personnages comme il en a envie, un petit peu, on va dire, avec du Deathlock, avec, du Wolverine, avec du Ghost Rider, des choses comme ça, quoi, pour qu'il s'éclate. Ah, et j'oubliais avant qu'on passe au prochain titre, la raison pour laquelle Spider-Man aussi passe en Deluxe de Wells et Romita Jr. En fait, comme vous avez pu le remarquer, comme on a pu aussi l'évoquer dans le podcast First Print, les 100% de la série précédente, donc de Spencer, ont été finis dans des gros volumes 100%. Et on va dire que compte tenu de l'état du marché du comics et aussi, aussi de l'évolution du lectorat, et puis aussi de nos collections. Disons que le passage qui avait lieu entre la prépublication en softcover, puis ensuite le passage en deluxe, donc à savoir l'étape 100%, ne se fera quasiment plus, parce que voilà justement, la plupart des gens qui souhaitent le suivre en 100% font déjà l'achat de Marvel Comics, et le deluxe permet justement de publier beaucoup plus d'épisodes dans un grand format, donc on a vraiment une vraie différence de publication et de, comment dire, de différence, pas concurrentielle j'ai envie de dire, mais voilà, soit vous pouvez le lire en avance dans Marvel Comics avec tout l'univers Marvel, ou alors vous le lisez en grand format avec que les épisodes de Spider-Man sur des grosses paginations, mais c'est vrai que le 100% avait ce côté un peu entre deux chaises, qui fait que du coup, il nous semblait beaucoup moins opportun maintenant de continuer les séries publiées enfin pré-publiées disons, en Marvel Comics de cette manière-là, et je sais que bah oui, malheureusement, ça va pas forcément faire des euros aussi pour ceux qui sont des maniaques de la de la continuité des bibliothèques, mais bon, en tout cas, nous, il nous semble que c'est un choix qui sera beaucoup plus périn, à mon avis, sur le long terme au niveau des républications des contenus publiés dans Marvel Comics. Ouais, puis faut voir que en fait, je sais que c'est une justification, qu'il y a des gens qui l'entendront et d'autres non, mais le fait est que chaque run de personnage est sa propre série. Oui, Amazing Spider-Man, c'est la même série depuis 800 numéros, 900 numéros, mais en vrai, maintenant on est dans un mode de publication où le run de Spencer ou Beyond ou le run de Wells sont des entités à part et doivent être traités un peu comme des entités à part. Donc après, oui, dans votre bibliothèque, si vous aviez des 100% pour Spencer, et là vous allez avoir des Deluxe, c'est pas forcément au même étage de votre bibliothèque, mais c'est pas non plus d'une certaine manière la même série, même si c'en est la suite, etc., etc. Je sais que c'est une justification et que si vous êtes maniaque, vous direz non, ça me convient pas, je comprends. Voilà. Oui, mais c'est sûr que c'est pas le même format que les intégrales non plus, et si on va avoir tous par le même format, bon, à moins d'acheter toute la VO avec les omnibus qui reprennent l'intégralité de Spider-Man depuis le début, c'est compliqué en France, effectivement, d'avoir tous Spider-Man au même format, mais malheureusement, c'est compliqué pour nous de maintenir en stock et de rééditer les épisodes de Stan Lee et Ditko au même format que les Deluxe qu'on sortira des runs plus récents. Et d'ailleurs, en parlant d'intégrales, et du coup des 3 nouvelles intégrales qu'on a annoncées, chaque année on essaie de trouver des nouvelles séries à rajouter en fait à la liste des intégrales qui existent déjà, et chaque année on trouve des nouvelles pépites à vous proposer. Et là alors il y en a du coup 3 des nouvelles séries qu'on a annoncées rien que dans cette série de Big News, parce qu'on avait déjà fait Dazzler en début d'année, et là du coup on rajoute, ça vous l'aviez déjà annoncé avec Jean-François dans Frost Sprint, on rajoute Nova donc, qui était Ouais. une série qui était très demandée.
on rajoute, là on est quand même plus dans le domaine de la c'est de la surprise, niche de niche là. Brother Vaudou, donc, Ouais. frère Vaudou. Il y aura une seule intégrale de Brother Vaudou. Ouais, je crois qu'elle fait 1973-1990, un truc comme ça. Donc c'est vraiment comment dire, un 20 ans couvert quasiment. Ouais, bah, en fait, ce qui est cool avec ça, c'est que ça permet de republier des choses qui sont, parfois, très de niche ou, Hmm. des trucs qui ont pas été, publiés ailleurs. Là, ça va piocher des trucs dans Strange Tales, dans Marvel Team Up, dans Moon Knight, dans Marvel Super Heroes, dans Doctor Strange, Sorcerer Suprême, dans Tomb of Dracula, donc ça vient un peu de partout et ça vient aussi de Werewolf by Night pour 3 épisodes. Werewolf by Night qui est la 3e série du coup qu'on a annoncée en intégrale. Là, une série qui a duré beaucoup plus longtemps pour le coup, qui est une de ces séries qui vient de la vague de titres horrifiques, on va Hmm. dire, chez Marvel. Et pour le coup, voilà un personnage qui a été déjà adapté au MCU en plus, et qui aura pour le coup lieu à plusieurs intégrales. Ouais, et puis en plus, ben, pour ceux qui ont déjà les Tombes de Dracula, Marvel Horror le retour et Man-Thing, c'est vraiment l'occasion pour vous de compléter un peu cette petite collection horreur en fait qu'on a fait en finalement assez peu de temps, hein, parce que je crois que Dracula ça a moins de 5 ans. Et Werewolf by Night en fait c'est à la fois une série qui est disponible en omnibus aux États-Unis mais qu'on a voulu faire à l'intégrale parce qu'elle a un peu le côté de ben c'est pas une anthologie donc du coup c'est moins risqué qu'un Marvel Horror par exemple. Et en même temps, ben, ça reste un personnage qui est connu, mais quand même pas non plus assez connu pour avoir plusieurs séries d'omnibus, comme c'est le cas avec Dracula, par exemple. Donc, ce qui fait que voilà, le choix intégral s'est porté naturellement. Et puis, ben, voilà, comme tu disais, on est très content d'agrandir la grande collection des intégrales qui, qui comporte voilà, son lot de séries cultes, comme des séries aussi obscures que voilà, les Killraven, Deathlock. les Marvel Rarities, ouais, Deathlock, Khazar et autres Howard the Duck. Ouais, d'ailleurs, Howard the Duck dont on reparlera bientôt. Et pour parler De vintagerie. de vintagerie, c'est un joli terme, vintagerie, on va parler du Namor de John Byrne, qui était du coup la dernière news que j'ai fait là lors des big news. Donc Le futur pour nous, le passé pour vous. voilà. Et pourquoi je l'ai gardé en dernière news? Parce que je sais déjà, avant même là, je peux déjà prédire quelles vont être les réactions, et les réactions vont être: je sais qu'il est attendu, je sais aussi que ceux qui ne l'attendent pas forcément vont être ravis de le voir arriver. Et je le sais parce que, encore une fois, je suis un lecteur de Strange, je dirais Strange hein, jusqu'à ma mort, hein, même si je sais qu'il faudrait dire Strange. Et moi aussi, j'ai découvert le Namor de John Byrne dans les comics à l'époque. Moi aussi, je me suis pris une claque, je me suis mis à suivre tous les mois les aventures de Namor en m'attendant pas à ce que ce soit ma série préférée du magazine tous les mois. Ouais, et c'est génial, c'est prenant. C'est inattendu de réussir à faire une série aussi longue sur Namor qui fonctionne aussi bien. Non pas que le personnage soit pas intéressant, mais dans le sens où déjà à ce moment-là, dans les années 90, on était à un moment où il fallait que ce soit des personnages, on va dire, porteurs qui puissent faire vivre une série, et qu'à ce moment-là, Namor ne l'était pas. Bah, après, très honnêtement, tu peux dire ça sur tous les personnages dont John Byrne a eu la charge. C'est-à-dire que quand on lui C'est confie vrai. She-Hulk, quand on lui confie la Division Alpha, quand on lui confie ces séries-là, en fait, c'est des personnages qui sont pas du tout appréciés, j'ai l'impression. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que le mec, il scénarise en plus et il dessine. Enfin, il Ouais. fait... Des fois, il s'ancre même lui-même, je crois. Enfin, il avait beaucoup de temps, ce monsieur, quand même. Et beaucoup Ouais, bah, d'idées aussi. c'était une machine, c'est vrai, en Ah, il termes de est impressionnant. rapidité, et c'est vrai que son Amour est vraiment une super série. Et tu dis, il dessine aussi, sauf justement quand il est remplacé après Oui. par Jelly. Alors Mm. là, c'est une autre claque qu'on s'est pris à l'époque en tant que lecteur. Certains s'en sont remis, d'autres non. Mais c'est vrai que le choc graphique entre John Byrne, qui a un style, j'ai envie de dire, à l'ancienne, très propre, etc., et Jelly, qui apporte quelque chose de complètement sombre, gothique et décadent au Ah bah, la personnage de cover Namor. mythique, là, waouh. En mode Bauhaus, là, waouh. Ouais, Génial. non, non, c'est incroyable. Et c'est vrai que à l'époque, il y avait un petit côté genre, c'est la même série que celle qu'on lisait avant. Et d'une certaine manière, non. Elle change quasiment Mm. du tout au tout, à part que c'est le même scénariste et qu'il a autant d'idées. Et que, ouais, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus sombre, mais qui continue de fonctionner du feu de Dieu, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que la news où on a annoncé les différents tomes 2 des omnibus, que ce soit le Daredevil de Wade, le
Captain America de Brubaker, les New Avengers de Bendis, ou voir les tomes 4 de Savage Sword of Conan ou Aliens, ont été très bien reçus parce que c'était très attendu, mais je sais déjà que le Namor de Byrne va éclipser tout ça. Ouais, et en tout cas, pour témoignage de lecteur qui n'a pas connu les années de John Byrne, disons, l'âge d'or, et les générations Strange, j'ai lu du coup après coup tout ça, donc Division Alpha, She-Hulk, et j'ai très hâte de découvrir le Namor parce que John Byrne marche encore maintenant, et là j'ai découvert son Superman, c'est génial aussi. Ouais, j'ai eu beaucoup de retours très positifs de jeunes lecteurs en fait sur entre autres que ce soit nos titres Marvel, mais aussi sur son Superman qui a l'air de trouver un peu plus son public pour le coup chez Urban, alors que dans ses publications précédentes ça n'avait pas été le cas. On passe à Star Wars ? Ouais, avec 3 albums très cool, donc à commencer par le début de la nouvelle phase, et la dernière phase d'ailleurs, de la Haute République. Les ombres du flambeau. Alors, on fait juste un petit point sur la Haute République. Qu'est-ce que c'est ? Parce que là, il y a peut-être des auditeurs qui n'ont aucune idée de quoi on parle. La Haute République, en fait, c'est une époque qui se déroule, on va dire d'une manière large, environ 200-300 ans avant les films, où du coup, en fait, on est durant l'âge d'or des Jedi, on est durant la République à son apogée également, donc on est dans un moment, on va dire, plutôt de paix. Évidemment, ça va pas être que ça, je vais expliquer rapidement, mais c'est un peu le moment de paix et de gloire pour aussi bien les Jedi que la République. Et en fait, on y suit des personnages globalement complètement neufs, parce que à part Yoda, tous ces Jedi et tous leurs adversaires, on ne les connaît pas. Et c'est une période donc qui va être développée à travers que des médias littéraires, en tout cas pour l'instant. Donc comics, romans, manga aussi, mais en tout cas on est sur un angle littérature. Et on peut ne suivre que les comics, on peut alterner avec les romans, on peut faire un peu sa sauce comme on veut. Et du coup, on a eu la phase 1 qui nous a raconté une grande histoire, et donc l'histoire des Jedi qui vont devoir faire face à un adversaire qui s'appelle, un adversaire principal, en tout cas ils ont plusieurs adversaires, mais un adversaire principal qui sont les Nihil, qui sont en fait des sortes de pirates de l'espace, ce qui semble un petit peu ne pas rentrer dans ce qui pourrait être suffisamment puissant pour embêter les Jedi, mais on verra qu'ils ont des capacités ou des choses, en tout cas des atouts dans leur manche qui leur permettent d'eux. Et donc cette phase 1 se terminait avec quand même une grosse défaite de la part des Jedi, avec la destruction du flambeau stellaire qui était on va dire leur base spatiale. Et la phase 2 était intégralement un flashback, parce qu'on est dans du Star Wars, donc la phase 2 se déroulait intégralement avant la phase 1, et là la phase 3 reprend en fait quelques temps après la phase 1, on reprend le fil de la narration, et du coup ce premier tome, Les Ombres du Flambeau, j'ai fait tout ça en j'espère pas trop longtemps. Bravo, parce que franchement j'aurais pas réussi à résumer tout ça aussi rapidement. Merci. Les Ombres du Flambeau, du coup, c'est une mini-série par Charles Soule qui va s'intéresser aux principaux personnages de la Haute République, que ce soit du côté des Jedi ou des Nihil, et à ce qui leur est arrivé, en fait, depuis la destruction du flambeau stellaire, et où ils en sont avant le vrai début de la phase 3. C'est quasiment l'épisode 0 de la phase 3, c'est ce qui lance un peu voici où en sont les différentes pièces sur l'échiquier, ça peut commencer. Et donc, évidemment, pour tous les lecteurs de la Haute République, c'est un passage obligé. Même si vous lisez pas trop les comics, lisez au moins celui-là, parce que vraiment, lui, il vous met en place toute la situation avant le début de la phase 3, qui du coup est l'apogée de cette Haute République, que les gens qui ne lisent pas des comics vont peut-être découvrir avec la série The Acolyte durant l'été. Ouais, et les jeux vidéo aussi, je crois, parce qu'il y a pas mal de jeux vidéo qui ont été teasés, et il me semble qu'il y en a un ou deux qui va être relié à la Haute République. Ouais, c'est Eclipse par Quantic Dream, voilà. Parce qu'en gros, pour la petite histoire, j'ai ma cousine de 3ème qui a fait son stage il y a 2 semaines, et grosse fan de Star Wars, et qui ne connaissait pas la Haute République. Et ce qui m'a étonné, parce que finalement, lectrice de manga, il y a les mangas qui sont chez Nobinobi, qui sont bien, il y a quand même les romans et tout ça, et je me suis rendu compte que pour le moment, la Haute République reste finalement assez pour les fans de Star Wars, peut-être. Et je pense que j'ai très hâte en fait de voir les réactions qu'il y aura et les découvertes qu'il va pouvoir avoir avec les séries, et quand le grand public, on va dire amateur de Star Wars, pas fan mais amateur de Star Wars, va découvrir. Je pense qu'ils vont vraiment se prendre une claque, parce que pour ne pouvoir lire pour le moment, faute de temps, que les comics et les mangas, voilà, les romans ont l'air assez dingos, et j'ai très hâte d'explorer encore plus cet univers-là qui est
à la fois très dense en apparence, mais en même temps très facile d'accès, avec Ouais, plein de ports d'entrée différents. Et je pense qu'on peut même recommander du coup l'épisode de Blockbuster auquel tu avais participé. oui, avec Lucille de chez Pocket, animé par Fred Sigrist. Voilà, qui est vraiment, je trouve, une très bonne initiation à l'univers et qui permettra de revenir encore plus en détail sur la Haute République et qu'on vous incite à écouter. Voilà. Ensuite, au niveau des rééditions, on a également un Deluxe consacré au docteur Afra. Ouais, Deluxe attendu, puisque je crois que c'était la dernière série de la première vague. On avait fait Podamron, on avait fait quasiment tout, mais on n'avait pas fait encore Afra. Et Afra, qui a pour particularité, je crois, d'être un des rares personnages spécialement créés pour le comics dans le nouveau canon, quoi. Donc, ouais, en tout cas, qui est une série à oui, part qui est une entière, série encore voilà. en cours, oui. C'est vrai, pardon. Ouais. Et Afra, qui du coup, en fait, a été créé par Kieron Gillen et Salvador Larroca dans la série Dark Vador, pour servir en fait d'adjoint à Dark Vador et qu'il soit pas là à traverser les pages en étant silencieux durant tout un comics. Il lui fallait quelqu'un qui parle un peu à sa place, et c'est un peu le rôle qu'a Afra dans sa série. Sans spoiler trop le truc, mais on est un peu obligé de dire ça quand même. Miraculeusement, elle survit Hmm. à avoir été utile, puis inutile à Vador. Somehow, she survived. Et du coup, ouais, là, c'est ses aventures en solo où justement elle se dit bon, c'était très bien ces aventures avec Dark Vador. Maintenant, je vais m'éloigner de tout ça et essayer de revivre mes trucs toute seule. Ça marchera à moitié. Et vu que c'est toujours scénarisé par Kieron Gillen, puis après par Cis Purier, c'est vachement bien. Et en plus, c'est dessiné, en tout cas au début, par Kev Walker. Donc en plus, c'est très beau. Donc vraiment. Et en plus, il y a des superbes couvertures de Kamom Shimarama, Shirahama, je crois. celle qui fait l'école des sorciers, la L'atelier, mangaka. l'atelier. En plus, je la fais la série L'Atelier des Sorciers, hein. Je l'ai hein, dans ma bibliothèque, je kiffe. Mais à chaque fois, je dis l'École des Sorciers. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être une autre série qui existe où il y a l'École des Sorciers. Moins connu, je pense, moins connu. Ouais. Mais en tout cas, ouais, Afra, c'est super. C'est vraiment, je trouve, avec la série de Gillen à l'époque sur Vador, c'est, je pense, une des meilleures séries au moment où Marvel avait repris les séries Star Wars. Enfin, Marvel Disney plutôt. Non, vraiment, c'est vraiment très cool. Vraiment une bouffée d'air frais. Très loin des personnages qu'on connaît déjà. Et ouais, franchement, si vous la connaissez pas, foncez. Et pour continuer dans le côté, c'est l'émission de mon adolescence, on La mienne on, aussi, on mais plus part tard. sur Timothy Zahn, l'héritier de l'Empire, la bataille des Jedi et l'ultime commandement, une trilogie qui est aussi connue sous le nom de la Croisade Noire du Jedi Fou, et qui du coup a été adaptée en comics par Mike Baron, avec en termes de dessinateurs, 3 dessinateurs talentueux, dont Terry Dodson, parmi les dessinateurs américains que tout le monde connaît, mais aussi et surtout par Olivier Vatine, notre compatriote, pour l'héritier de l'Empire. Tout ça en plus avec des couvertures d'un autre compatriote qui est Mathieu Laufray, et qui fait des sublimes couvertures aussi. Un album très chauvin, donc. Complètement, et en plus un album mortel vu que c'est une super histoire, c'est à l'époque perçu comme la suite officielle au film, c'est l'invention du personnage de Thrawn, personnage mythique s'il en est, et tellement mythique qu'il a été recanonisé, il a dû être sorti du canon pendant environ un quart d'heure en tout. Euh, Voilà, et qu'on a pu découvrir en live action pour la première fois dans la série Ahsoka. Et non, c'est vraiment super. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on le sort comme ça, c'est aussi parce que même si ce sera un tome qui existera dans l'Epic Collection de la même manière, on avait envie de le sortir plus tôt que ça, parce qu'il sortira dans l'Epic Collection dans, je sais pas, plusieurs années. Donc là, on avait envie de le sortir dans une magnifique édition, dans un bel écrin, avec un dos toilé, avec un plus grand format, et que même ceux qui suivent pas les Epic Collection, qui n'ont pas envie de prendre un tome 4 ou quelque chose comme ça, puissent avoir ça chez eux. L'idée étant en fait, à l'instar un peu des Marvel Prestige, une collection Star Wars qui reprendrait des récits légendes qui seraient en grand format, donc comme The Star Wars de Mike Mayhew, qu'on avait fait il y a quelques années, et qui paraît un très bel objet. Et voilà, bon, évidemment, du fait du canon maintenant du personnage, plus aussi le fait que ce soit une trilogie qui soit culte, vraiment, plus disponible depuis un moment, je crois que l'intégrale, je sais plus de quand elle date, mais en tout cas, bon, il n'y avait pas d'édition disponible, et justement, pour ceux qui ne voulaient pas prendre l'épique et découvrir quand même ces épisodes-là, on voulait faire un bel album qui sortira donc pour l'automne. Et je croise les doigts, mais on devrait arriver à faire quelques petites choses autour de l'album en termes d'accompagnement
il interview, j'espère. Je croise les doigts. Là, vous avez évidemment que le son et pas l'image, mais j'étais en train de me frotter les mains de joie pendant que tu étais en train de nous teaser les choses qu'on essaie de préparer en secret. Je vous incite aussi à lire la série Throne de Jodie Hauser qui est sortie il y a quelques années déjà et qui, pareil, en 100% Star Wars, est un des must-have pour comprendre d'où vient ce personnage-là mythique. Tout à fait. On en a fini avec Star Wars et on va parler de 2 titres indés en fait que vous aviez pareil annoncé Oui, c'est vrai. dans l'interview de First Print, dont on a reparlé dans les Big News, au même titre qu'on a reparlé également de Rome et des Micronautes, parce que ça fait partie de ces titres où certes on a déjà annoncé, mais c'est des tellement gros trucs qu'on a envie de remettre des coups de projecteur dessus. Et là, donc c'est 2 titres indés de très grande qualité. Tout d'abord, un titre de chez Awa, Ribbon Queen de Garcenis et Yassen Burroughs, avec des couvertures de Declan Shalvey. Ribbon Queen, quand on prend le comics, on a un peu l'impression qu'on est en train de lire un simple polar, on va dire. Il y a une histoire de corruption dans la police, de flics un peu pourris qui harcèlent d'anciennes victimes et des choses comme ça. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte que, ah non, mais il y a aussi un espèce de monstre slash serial killer qui découpe les gens en bandes très fines de manière complètement gore et graphique. Et du coup, on se retrouve avec un espèce de récit qui d'un coup clac, prend une vibe vachement plus, peut-être pas horrifique, mais en tout cas sanglante que ceux qu'on avait l'impression de lire au début. Et que ce soit dans l'écriture de Garcenis, qui est au cordeau, ou les dessins de Jason Burroughs, dont il s'est fait une spécialité côté Dégueu. ouais, oui, voilà, en tout cas, ouais, il n'a jamais renaclé à dessiner des hectolitres de sang. Ouais, ou même des trucs très glauques, hein, dans Providence par exemple, ou dans Ouais, Neonomicon. Waouh, ouais, c'est dur. c'est Hein. glauque. Et dans Warhammer 40 000, Ah ouais, Magnus aussi, ouais. Karma. Ouais, ouais, non, non, lui, il est abonné J'ai au. des PTSD là. Ouais, non, Est-ce que tu as un récit extrêmement glauque et horrible à dessiner? Oui. Et qui est-ce que tu voudrais? Bah, Yassen Burroughs, voilà. Ouais, c'est All My Beers, parce qu'à mon avis aussi, pour travailler avec Garcenis, apparemment, il faut tenir le coup. Donc, Ouais, voilà. Et du coup, ouais, non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment cool qu'on puisse proposer ça en VF. Ça va être un des temps forts de la fin de l'été, à mon sens. de toute façon, c'est Garcenis, c'est très bien. C'est vrai que globalement, en général, ça marche plutôt pas mal. Non, mais franchement, en fait, surtout, je suis très content parce que finalement, ces dernières années, alors je sais pas si c'est lié à The Boys uniquement, mais des éditeurs comme Comics Initiative en ont proposé beaucoup, les Mm. récits de guerre de Garcenis, et finalement, on commence à avoir une sacrée. On a quasiment tout, hein, je pense, hein, maintenant. Il y a Hitman là, qui continue d'être édité chez Urban, du coup, il y a le tome 2 qui est annoncé, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir la totale, et puis ça montre encore, ouais, je trouve que il parle maintenant au public français, et surtout, ouais, ça plaît, quoi. Ouais, puis c'est mérité, quoi, parce que c'est Et c'est vachement bien. bien. Ouais. Là, en plus, Ribbon Queen, c'est cool parce qu'on le sent du coup plutôt en grand format, quoi. Donc, ça sera bien de profiter des dessins, de l'ambiance, tout ça. Donc, c'est très cool. Et l'autre titre, du coup, qu'on D'un sort. auteur qui est aussi pignon sur rue en France. Hein. Oui, voilà, et qui est aussi édité un peu chez tout le monde, on a envie de dire. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Jeff Lemire qui est accompagné ici par Gabriel H. Walta, qui du coup c'est l'équipe derrière Sentiente, qu'on avait déjà publié il y a de ça quelques années, et du coup c'est le premier tome de Phantom Road, qui est un titre qui est pas hyper facile à résumer. Ouais. Euh, c'est 2 personnes que rien ne relie, qui vont se retrouver pris dans une espèce de quête sur les routes américaines, qui peut faire penser pour moi à du Stephen King, à quelque chose. On est dans une espèce de version adulte un peu du Talisman, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, non, c'est très curieux en fait. Je sais plus qui en parlait comme ça, mais on a l'impression qu'il se passe rien parce que les épisodes sont tellement bien racontés. On les bouffe à une vitesse. Ouais, ouais, et en fait, quand on fait le récapitulatif, on se dit, mais quand même, ouais, il s'est quand même passé pas mal de choses en fait. Pas mal de choses ont été teasées et c'est suffisamment intelligent pour nous teaser des choses. Nous tenir en haleine. Ouais, c'est ça, mais on n'a pas l'impression non plus d'être manipulé pour rien, quoi. Non, il n'y a pas ce C'est sentiment très très que intelligent. le fameux sentiment, j'ai envie de dire, et j'aime la série sur plein d'aspects, mais le sentiment Lost, un peu, le côté, les mystères mystérieux qui sont posés au début et puis qui prennent 12 saisons avant d'être dévoilés, voire
pas être dévoilés. Là, dans Phantom Road, on n'a pas cette impression, c'est-à-dire on voit un mystère et petit à petit on commence à en voir d'autres facettes, mais on n'a pas encore tout à fait la solution, mais on sent que le truc avance quand même. Voilà, je trouve que c'est le point d'équilibre entre le mystère teasé et la résolution, il est bien trouvé, on avance pile au bon rythme, mais c'est vrai que ouais, comme tu dis, c'est une lecture haletante, quoi. On commence un épisode et on fait ouais, c'est pas mal. Déjà fini. Bon, je vais quand même lire le deuxième. Hop, tac, tac, 3, 4, 5 épisodes. Ça, ouais, Ouais. ça va vite, quoi. Avec un MacGuffin littéral. Genre, Ouais. Tenez, il y a cet objet, vous il faut que savez vous le pas à quoi ça transportiez. sert. Ouais, non, c'est. Alors, je sais qu'on louvoie un peu dans la manière de le résumer, mais encore une fois, c'est pas un titre qui est facile à résumer, mais c'est un titre qui est vachement bien. Vraiment, Ça gros fait coup de très cœur. discours un peu marketeur en mode genre, il faut pas en fait que vous nous écoutiez, il faut que vous le viviez pour le comprendre. Vous comprenez? C'est en fait un comic sensoriel. Caresser la couverture. Que ressentez-vous? Non, mais vraiment, par contre, c'est vachement bien. Phantom Road, vraiment, c'est ouais, un de mes coups de cœur, quoi. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Ribbon Queen, mais là, entre les deux, si je devais dire, je vous en fourguais entre les mains, ce serait plutôt Phantom Road, dans le sens où c'est celui qui m'a le plus, ouais, le côté dévorer ce que je suis en train de lire, quoi. Voilà. Mais après, j'ai beaucoup aimé les deux. Hein, c'est pas, je suis pas en train d'essayer de choisir un enfant entre les deux. Mais... Le mec il fait des choix cornéliens comme ça, ok, très bien. Vous ne pouvez en acheter qu'un. Si vous prenez les deux, prenez les deux. Hein. Oui, oui, oui. Et puis, d'une manière, je sais aussi que le côté one-shot de Ribbon Queen Oui, non. attirera plus de monde. Et, voilà. Hmm. Et qu'il est plus facile à résumer, le côté polar slash horreur, c'est quelque chose qui est assez évident. Phantom Road, je sais que ouais, ça va être plus difficile à teaser, mais vraiment grosse claque pour moi. Même si très honnêtement, je pense que le nom du scénariste va quand même beaucoup aider et que pour prendre tout Jeff Lemire, bon, il y a très peu de déchets aussi et justement, je suis même surpris parce que pour le moment, il n'y a pas forcément trop de thématiques familiales en vue. Ouais, c'est vrai. Même si dans les trucs teasés, on voit quand même Oui, que il y a des choses là-dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'il les met pas il les c'est pas met le tome pas 1, quoi. ouais, il les met pas au premier plan dès le début. Hmm. C'est des choses où on sent que ça arrivera à germer plus tard dans les tomes 2, 3, 4, quoi. Ouais, parce que je sais que c'est un truc qu'on reproche souvent à l'émir, mais en tout cas, si jamais c'est quelque chose qui vous effraie dans tout ce qui peut sortir, parce que c'est vrai qu'il sort beaucoup de titres, mais très honnêtement, ben, déjà, moi je trouve quasiment tout est bon. Et je parle des titres qui sont sortis chez Futuropolis ou même chez Urban, mais vraiment celui-ci est pour le coup encore plus original. Un peu comme Sentient à l'époque, même si Sentient a l'histoire familiale, mais je trouve qu'il est vraiment ouais, un peu à part de ce qu'il fait, pour être tout à fait honnête, pour le moment. Je trouve que je ne saurais pas trop avec quel autre titre le rapprocher pour le moment. Et bon, en tout cas, c'en est tout pour cette review. Alors, j'ai envie de dire express, mais bon, ça fait quasiment nous plus d'une heure qu'on enregistre, donc peut-être un peu moins en temps ressenti, je l'espère. Ouais, puis on Sur n'a pas ces... parlé de tout en plus, on n'a pas parlé du relaunch de Daredevil, on n'a pas parlé non plus de Spine Tingling Spider-Man, qui est pourtant graphiquement ultra chouette, on n'a pas parlé des nouvelles éditions de Judgment Day de Axe, on n'a pas parlé des nouveaux Deluxe, Immortal X-Men, X-Men Red et compagnie, ou du nouveau tome de Marvel Pride. Voilà, donc il y avait pas mal de choses dont on aurait pu encore parler pour vraiment couvrir tous les angles des big news, mais vous pouvez les retrouver déjà sur nos réseaux, vous pouvez les retrouver également d'ici très peu de temps dans notre prochaine newsletter où on fera le résumé complet. Et puis aussi dans les émissions qu'on risque de faire, parce qu'il y a certaines séries qui sont plutôt majeures. Moi, je pense aussi aux X-Men ou même à Marvel Pride, dans lesquelles on dédiera peut-être des rubriques dans certaines émissions à venir, quoi. Tout à fait, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. On remercie Emmanuel pour le montage et Clem B pour l'habillage sonore et on vous donne rendez-vous très vite. Merci, ciao.